tapis rouge à Déby, carton rouge à Goïta en France. Nous allons également parler du Mali, entretien téléphonique entre le président ivoirien Alassane Ouattara et l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, une pièce à conviction. Et puis dans le Sahel, Barkhane cherche une terre d'accueil. Notre invité est Maître Éric Emmanuel Sousa, avocat au barreau du Togo. Maître, bonjour, vous allez bien? Très très bien, merci. Monsieur. On va parler de ce sommet à venir en France. Et aujourd'hui, ce sommet qui va regrouper autour du chef de l'exécutif français Emmanuel Macron, Mohamed Ibn Ghazouani de la Mauritanie, Mohamed Bazoum du Niger et le président tchadien Mahamat Déby Itno. Alors, Maître Éric Emmanuel Sousa, tapis rouge, office Déby à Paris. Oui, bon, là nous sommes dans une figure paradigmatique du en même temps macronien. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on condamne fermement la prise de pouvoir par des moyens illégaux à Bamako, on accueille avec tous les égards qu'il faut quelqu'un qui, à N'Djamena, a fait à peu près la même chose. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous raconte d'histoire. Hein. Le fait qu'on soit le fils d'un chef d'État, même si on est le général le plus titré de l'armée de cet État, ne vous positionne pas nécessairement pour succéder à votre père. Ça, c'est une succession patrimoniale du pouvoir, mais apparemment, ça n'a pas l'air de gêner le pouvoir français, qui trouve normal de venir même adouber le fils quand il s'agissait de l'introniser. Alors que dans le même temps, on dit non, on a fait un coup de force au Mali, il faut revenir à l'ordre constitutionnel, alors qu'au Tchad, c'est le même ordre constitutionnel qui a été complètement bouleversé, parce que la constitution tchadienne a prévu les conditions dans lesquelles le chef de l'État est remplacé en cas d'empêchement ou de décès, qui lui succède. La constitution tchadienne a pris les dispositions expresses et, me semble-t-il, ça devait être le président de l'Assemblée nationale à qui ce pouvoir était dévolu. On nous dit qu'il n'a pas voulu prendre la fonction. On ne sait pas pourquoi. Il sait que, constitutionnellement, il est la personne appelée tous les jours, en cas d'empêchement ou en cas de décès du chef de l'État, à prendre le pouvoir. Et le moment advenu, il se découvre incapable. Jusque-là, ce n'est pas grave. Dans tous les règlements intérieurs des assemblées nationales, on sait que quand le président de l'Assemblée est empêché, il a un vice-président, un premier vice-président, troisième, certains vont jusqu'à 6 vice-présidents. Et on n'a trouvé aucun vice-président capable de faire le job. Il n'y avait que le fils généralissime de l'armée tchadienne qui pouvait faire le job, et donc c'est lui qu'on est allé chercher. Bon, mais ça ne dérange pas le président Macron. Donc, quelque part, c'est d'abord aussi une affaire de crédibilité. Alors, vous avez parlé du Mali où l'arbitre a donné un carton rouge à Assimi Goïta. Lui n'est pas invité, on connaît les raisons. Alors, maître, vous avez développé cela tout à l'heure, mais c'est dans différents contextes. Pourquoi? Quand on prend le Tchad et le Mali. Le Tchad, le maréchal a été tué au front. Mais au Mali, nous a-t-on dit, hein? Nous a-t-on dit? Ah non, mais attendez. Oui, mais le maréchal a été tué au front, d'accord. Mais pourquoi c'est son fils qui doit lui succéder? Est-ce que la constitution tchadienne avait prévu quelque chose en regard du fils pour lui succéder? Maître, on a entendu au moins deux vice-présidents, deux présidents ou vice-présidents de l'Assemblée nationale tchadienne qui ont dit qu'ils ne sont pas bien portants pour devenir... Ah mais bien sûr, attendez, mais devant les canons et la gâchette du fils, personne n'est capable, hein, on est tous malades. Attendez, non mais ça va, il faut arrêter cette histoire-là. L'UA n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'à la tête de l'UA, il y a un Tchadien qui a peut-être besoin de retourner chez lui et de trouver ses parents vivants.
Donc, ils préfèrent ne rien dire. C'est ça ce qui se joue au Tchad. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Même le président de l'Union africaine aussi n'a rien dit. Mais Félix Antoine Tshisekedi à l'époque. Oui, oui. Il a tellement de problèmes lui-même qu'il fait mieux de se taire quand il s'agit des autres. Hein. Lui aussi, quelque part, on lui a donné le pouvoir cadeau. Hein. Il ne s'est pas venu non plus par les voies constitutionnelles les plus incontestables. Là aussi, il faut être dans la vérité, parce que, bon, vous savez, quand on fait ces analyses politiques de loin, c'est-à-dire dans le confort de notre isolement, hein, on va dire, hein, protégé par la liberté d'expression, il faut au moins l'utiliser en disant la vérité, voyez-vous? Parce que, bon, en disant cela, je pense que c'est un secret de polichinelle, tout le monde est au courant, d'accord? Que M. Tshisekedi n'a pas été le mieux élu des candidats aux élections présidentielles de RD Congo. On est d'accord là-dessus. Maintenant, bon, il est au pouvoir, c'est consommé, on n'en parle plus, n'est-ce pas? On fait les aggiornaments politiques et on accepte. D'accord? Et on va dire, bon, c'est un pouvoir qui est légitime parce que il a été constitutionnellement installé, donc il est hors de critique. Non, on ne peut pas dire ça en RDC, d'accord? Comme on ne peut pas le dire au Tchad. Alors, une fois qu'on a accepté ça, que le constat est posé proprement, maintenant, essayons d'évoluer sur les choses. Est-ce qu'on va toujours créer des situations qui sont aussi porteuses de très funestes probabilités? Les probabilités les plus funestes sont notamment une déstabilisation future du pays par un coup d'État. C'est bien de ça qu'il s'agit. On fait le lit du coup d'État et quand il survient, on est surpris. Mais non. Alors, Assimi Goïta, lui, il a eu un carton rouge. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a taclé l'arbitre, maître, ou il a taclé un adversaire en face? Écoutez, quand l'arbitre est en même temps partie prenante au jeu, bah, finalement, vous vous rendez compte que le jeu n'est pas très équilibré. Et il n'est pas légal, il n'est pas loyal. Et, enfin, on peut considérer que là, ici, bon, on est en train de lui régler un compte pour des raisons purement politiciennes et qui n'ont rien à voir avec le droit constitutionnel. Rien à voir. Mettons-nous d'accord dessus. Rien à voir. Mais attendez, ça se saurait, hein. Mais pourquoi, à ce moment-là, on peut y aller, à tout va. Si vous trouvez légitime le pouvoir de M. Sassou Nguesso au Congo, si vous trouvez légitime les élections de Paul Biya au Cameroun, si vous trouvez normal, légitime et propre les élections en Côte d'Ivoire et totalement hors de toute discussion juridique, alors vous êtes totalement disqualifié pour venir dire que Assimi Goïta est moins propre qu'un tel ou un tel. Il n'est pas moins infréquentable. Enfin, moins fréquentable, tout à fait. Ouais. On va toujours rester au Mali, puisqu'on a commencé par parler du Mali. On croyait entendre qu'Alassane Ouattara et Boubou Cissé tenaient des propos peu élogieux sur les dirigeants de la transition malienne. L'enregistrement d'une discussion téléphonique entre le président ivoirien et l'ancien Premier ministre circule sur les réseaux sociaux. Elle fait l'objet depuis vendredi d'une enquête préliminaire de la justice malienne pour atteinte ou tentative d'atteinte et complicité à la sûreté intérieure et extérieure du pays. Maître, une pièce à conviction selon vous? Personnellement, je me garderai d'émettre un avis définitif sur cet enregistrement parce que pour l'instant, il n'est pas encore confirmé. Vous savez, on est souvent victime de canulars. On a déjà vu des gens à qui on a prêté des paroles enregistrées sur des vidéos qui étaient pourtant des montages. Alors, bon, sous les plus expresses réserves, jusqu'à ce qu'il soit démontré que les voix qu'on a entendues sont celles des personnes qui sont visées et à qui on les attribue, je fais joker. Parce que, bon, si c'est vrai, effectivement, c'est assez grave. Si c'est vrai, ça voudra dire que, bon, M. Alassane Ouattara et son interlocuteur du moment, M. Boubou Cissé, se sont adonnés à quelque chose qui
peut s'apparenter à une conspiration contre l'État malien. Allez, on peut étudier les deux prismes. Si c'est vrai, le président Ouattara et l'ancien Premier ministre Boubou Cissé essaient de fomenter quelque chose contre l'État malien. Ou Si peut-être c'est vrai. pas, parce que les choses sont déjà là. Ce qu'on a fait contre l'État malien est connu. C'est-à-dire que la CEDEAO a décidé de leur faire rendre gorge et de leur faire expier leur outrecuidance en demandant à faire traîner une transition plus que le délai que la CEDEAO leur a imparti. Voilà le problème, d'accord? Donc à partir de ce moment-là, la punition est déjà donnée. Bon, maintenant, aller briefer pour savoir comment ça va, combien ils ont mal, combien ils sont incapables de pouvoir tenir, ça c'est encore autre chose. Parce qu'en réalité, je l'ai déjà dit ici, les gens de la junte, enfin les membres de la junte, ce ne sont pas eux qui vont souffrir de toutes ces sanctions, c'est la population malienne. Alors ce qu'on veut, c'est déstabiliser le Mali un peu plus en mettant, en faisant en sorte que la population malienne se révolte contre la junte que eux ne voulaient pas voir en place. C'est surtout ça le problème. On n'a jamais dit que la junte était légitime. Elle n'a jamais prétendu être légitime. Quand on fait un coup d'État et qu'on l'assume, à ce moment-là, bon, il y a à rechercher peut-être avec les populations une compréhension et des moyens de subsistance politique pour que l'on aboutisse ou on fasse aboutir le projet de société pour lequel on prétend avoir fait le coup d'État. Alors, malheureusement, depuis qu'ils sont là, nos chers militaires n'ont pas encore résolu le problème sécuritaire. Or, c'est principalement ce à quoi on pouvait s'attendre. On dit qu'il y a eu des avancées au centre. Oui, bon, attends, je dis, ils n'ont pas encore résolu l'équation sécuritaire. Mais bon, il y a des améliorations constatées ici ou là. Mais on souhaite que ça dure. Alors finalement, quand ils auront résolu ce problème, ils pourront enfin se consacrer au reste. Le reste étant des élections, etc. Parce que, je dis encore une fois, si on est obsédé uniquement par des élections, la restitution du pouvoir au civil, et que le pouvoir revient au civil sans qu'on ait réglé le problème sécuritaire, on pourrait encore se retrouver dans un schéma de déstabilisation politique qui va emmener encore à un coup d'État, allez savoir. Puisque la CEDEAO n'a aucune sanction dissuasive et que l'UA, quand elle se prononce, a une duplicité qui est tellement aberrante que plus personne ne croit ce qu'elle dit et n'écoute ce qu'elle dit, il va falloir que quelque chose empêche désormais qu'on fasse un coup d'État. Et ce quelque chose, c'est probablement que les institutions fonctionnent bien, que les États sont... les populations jouissent d'une sécurité totale et que l'intégrité territoriale est respectée partout. Alors dans ce cas-là, si vous venez faire un coup d'État, vous avez quel alibi? Et donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, ça nous ramène au propos du président Kagame. Oui, c'est la mauvaise gouvernance qui crée les conditions de coup d'État. Alors essayons de trouver les moyens de créer des méthodes de gouvernement hygiéniques pour qu'il n'y ait plus de prétexte quelconque pour que quelqu'un dise « je vais prendre le pouvoir » pour régler les problèmes que vous n'arrivez pas à régler. Alors c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, mais celui qui parle aussi, ce n'est pas un saint du pouvoir. Parlant du mandat présidentiel, il s'est présenté à maintes reprises au Rwanda. Je vais parler de Paul Kagame. Mais, la puisque Constitution... vous aviez cité Paul Attendez, Biya, attendez. Non, mais Sassou Nguesso, Alassane Ouattara. Ok. Alors, le fait de se présenter plusieurs fois n'est pas en soi suspect d'illégitimité. Pas du tout. Attendez. On fait souvent le parallèle. Hein. Madame Merkel a été élue 4 fois avant de renoncer d'elle-même à se représenter. D'accord ? Bon. La constitution rwandaise était conçue de sorte que le président puisse se présenter autant de fois qu'il lui paraît possible. D'accord ? Conçu par Paul Kagame. Mais peu importe, il faut bien que quelqu'un la conçoive. Mais la Constitution, d'abord, c'est une construction qui a ceci de particulier, c'est qu'elle n'est validée que par l'adhésion
la ratification de la population à laquelle elle s'adresse. Dans toutes les constitutions, c'est comme ça. Et tous les processus créatrices de lois fondamentales obéissent à ce prisme-là. Donc à partir de ce moment-là, si les Rwandais trouvent normal d'élire autant de fois qu'ils veulent un président comme Kagame, c'est leur problème. Mais je dis, en nuançant, mais on risque de me répéter, qu'on aimerait beaucoup, en Afrique, connaître d'autres Kagame. D'accord? Parce que, honnêtement, vu les performances, vu comment il travaille, vu la sobriété qu'il affiche, si on avait beaucoup de présidents qui lui ressemblaient et qui travaillaient autant qu'il travaille, l'Afrique afficherait une mine beaucoup plus réjouissante, honnêtement. Parlant de cet entretien, entretien téléphonique entre le président Ouattara et l'ancien Premier ministre Boubou Cissé. Boubou Cissé, pourquoi c'est lui? On sait qu'il était proche du défunt président Ibeka. Il serait, si l'audio est vérifié, il serait utilisé par le président Ouattara. Il serait utilisé, enfin, j'en sais rien. Peut-être que lui aussi a un agenda. Peut-être que lui aussi a de bonnes raisons de vendre le Mali à la CEDEAO. J'en sais rien. Parce qu'il sait que Alassane Ouattara est un des sicaires contre le régime malien. Donc, bon, ces gens-là l'ont mis au chômage. Il est normal qu'ils leur en veulent un peu. Bon, ça, personnellement, je trouve que sa démarche est saine. Hein. Les gens qui m'ont privé de boulot, il n'y a aucune raison que je leur facilite la vie. C'est ce qu'il est en train de faire. Sauf que, bon, quand il s'agit d'un État et de ses intérêts, parfois, ça ressemble à de la trahison. Allez, maître, on termine par le Sahel. Barkhane cherche une terre d'accueil. On a déjà parlé de ce sommet en France, sommet autour du président Emmanuel Macron. L'objectif de ce sommet, c'est de pouvoir permettre à Barkhane d'avoir une autre terre d'accueil. On parle peut-être de la Mauritanie, du Tchad ou du Niger. Bon, alors, d'accord. Très bien. Quel que soit le lieu où il élit domicile, Barkhane, c'est pour faire quoi? C'est pour la sécurité. De qui? Le Mali ne fait pas partie du Sahel? Donc ça veut dire que Barkhane n'aura plus de terrain d'action, ne comptera plus le Mali dans son champ d'action, c'est ça? Oui, alors les autorités maliennes ont demandé ouvertement à Barkhane de partir. Je pense que c'est l'objectif de la démarche, sans doute, maître. Non. Les autorités maliennes n'ont pas demandé à Barkhane de sortir. Je pense que là aussi, il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame. Barkhane est une force multinationale qui avait pour vocation d'aller au Mali combattre les djihadistes. Donc, Barkhane doit fonctionner nécessairement en cohésion et en coopération intime avec l'état-major malien. Ce qui ne s'est pas passé toujours. Et on a eu l'impression qu'à un moment donné, même si le gouvernement malien est délégitimé par un coup d'État, la mission de Barkhane le condamne à s'adresser au gouvernement malien pour pouvoir opérer au Mali. Ce qui ne s'est pas fait toujours. Alors, à un moment donné, il faut quand même qu'on siffle le carton rouge, si carton rouge il y a. Donc, eux peuvent décider de ce qu'ils font, mais le gouvernement malien, légitime ou pas, n'a rien à dire dans son pays. Non, c'est la raison pour laquelle ils ont dit « Nous sommes prêts à accepter », et là le Premier ministre Choguel Maïga l'a encore répété, « Nous sommes prêts à accepter les aides de toutes parts, mais seulement sous la condition qu'on respecte notre souveraineté. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas opérer au Mali en faisant fi de l'autorité qui dirige le Mali, même si cette autorité n'a pas l'heure de vous plaire. Est-ce que dire ça, c'est dire France dégage? Non. Et Barkhane, c'est différent de la relation bilatérale entre la France et le Mali. Si on a un problème avec le gouvernement français et qu'on a décidé d'expulser un ambassadeur parce que le chef de la diplomatie du pays de cet ambassadeur, c'est-à-dire la France, a eu des propos qui sont, selon le point de vue du gouvernement malien, attentatoires à sa souveraineté, c'est un problème qui n'a rien à voir avec
la conduite d'une opération militaire technique sous la houlette d'ailleurs, pas de la France seule, de plusieurs États, et on a fait une syndication de forces militaires pour créer la force Barkhane. Donc, Maître, au même moment, on peut vouloir demander à quelqu'un de partir sans le dire peut-être ouvertement. Et la ministre des Armées française, Florence Parly, a dit que nous sommes prêts à travailler avec le Mali, pas sous n'importe quelle condition. Mais oui, mais sauf que Barkhane, ce n'est pas que la France. Barkhane, c'est d'autres personnes. Et il s'agit de trouver le terrain d'accueil pour Barkhane. Mais et je pose la question, quelle est la vocation de Barkhane? Il va bien falloir travailler encore au Mali. Ou bien, parce que imaginons que, bon, allez, Barkhane trouve l'hospitalité au Tchad ou en Mauritanie. D'accord. Et que, bon, par réaction de cause à effet, les djihadistes disent, bon, ok, d'accord, puisqu'ils sont en Mauritanie, on va encore aller nous installer au Nord Mali. Que va faire Barkhane? Il va rester en Mauritanie pour dire, bon, nous sommes sur notre base, nous n'allons pas agir. Alors, maître, cette question est importante. Vous pensez qu'à la lieu où vont les choses, Barkhane, en étant à Nouakchott ou bien en Mauritanie, par exemple, va pouvoir agir au niveau du Mali? Mais bien entendu. Mais attendez, puisque la vocation, c'est de... C'est le Sahel. Voilà, c'est de chasser le terrorisme au Sahel. C'est ça, de combattre le terrorisme dans la zone géographique sahélo-sahélienne. C'est ça le problème. C'est ça la vocation principale. Alors, le Mali en fait partie. Donc, à un moment donné, quoi qu'il en soit, il va falloir parler avec les Maliens. Vous ne pouvez pas venir... Attendez, non, d'accord. Un territoire, même s'il est gouverné par des clochards, allez, c'est un territoire souverain et vous ne pouvez pas venir opérer comme ça sans que ceux qui seront en charge justement de l'intégrité du territoire soient informés ou connaissent votre mode opératoire et sachent exactement dans quel cadre vous agissez, dans quel cadre stratégique vous agissez. C'est important quand même. Donc aujourd'hui, bon, tout ça, on va dire, on va se réunir à Paris, on prend ceux qui sont les plus fréquentables, bon, c'est selon, hein, c'est tout à fait relatif, bon, d'accord. Et ce sont eux qui vont décider du sort de ceux qui sont devenus moins fréquentables. Durant les premières heures des sanctions contre le Mali, les gens parlaient de la position de Nouakchott, de la position d'Alger. Aujourd'hui, le président Ghazouani est invité à Paris. Vous pensez que c'est un coup contre le Mali? Non, pas du tout. Ce n'est pas un coup contre le Mali, mais je dis que c'est une réunion, à mon avis, hein, totalement inutile. On est là dans le petit jeu préélectoral. Le président Macron a des élections à gagner. Il a besoin de montrer au peuple français qu'il a un président qui compte dans le monde. Et le plus grand terrain de jeu de la France, c'est l'Afrique. Il a essayé en Ukraine. Bon, apparemment, ça ne donne pas grand-chose. Alors, bon, en Afrique, il y a encore un peu plus de voix. Donc, bon, voilà, il faut montrer du muscle et dire que, bon, on est capable de gérer la France et même au-delà. C'est la raison pour laquelle on organise ça. Sinon, honnêtement, il n'en sortira rien. Hein. Parce que je dis concrètement, qu'ils me disent pourquoi, depuis que Barkhane est là, ils n'ont quand même pas encore réussi la mission et quels sont les facteurs qui vont faire que dans les 2-3 prochaines années, ils vont être plus efficaces, alors que pendant tout le temps, ils avaient et le Mali, et le Niger, et le Tchad comme terrain de jeu, et ils n'ont pas réussi. Alors maintenant que bon, ils décident de zapper le Mali, bon, ils auront plus de réussite. Franchement, non. On ne parle pas que de Barkhane, on parle également de la force Takuba. Oui. Un probable départ, ça va avoir quelles conséquences sur le Mali? Les deux forces, bien sûr. Mais quand le président, le Premier ministre malien dit à l'ONU qu'on les a lâchés en plein vol, c'était le casus belli. C'est parce qu'il a prononcé cette phrase qu'il a déclenché l'ire de Paris. On dit, mais c'est faux, on ne vous a pas lâché en plein vol. Mais apparemment, si. C'est ce qu'on est en train de voir. Parce que la raison principale pour laquelle aujourd'hui il y a contentieux entre la France et le Mali, c'est
la conduite de cette opération. Le Mali dit, écoutez, maintenant trop c'est trop, vous êtes là depuis assez longtemps, mais on n'a pas de résultat probant. D'accord ? Mais en plus, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais tous les jours, vous êtes en train de marcher sur nos plates-bandes. Vous allez arrêter ça parce que, bon, ou bien vous nous considérez comme des alliés, un État souverain et indépendant, et on peut parler, ou bien vous vous mêlez de notre politique. Parce que ce n'est pas à la France de dire quel est le gouvernement légitime au Mali. Ça, il faut quand même être d'accord dessus. Ce n'est pas à la France de le décréter. Si les Maliens... de le dire, ce n'est pas à la France de le décréter. De le le décréter, pas de... illégitime selon vous? Je viens de le dire. Mais attendez, je dis, le gouvernement actuel est un gouvernement issu d'un coup d'État. D'accord? Maintenant, si la population malienne, comme on l'a vu, a montré son adhésion à ce gouvernement, il n'est pas du pouvoir de la France, ni de ses intérêts de venir dire que ce pouvoir est illégitime. Ce n'est pas à eux de le dire. Maître, c'est vrai que ce n'est pas le sujet du jour. Non. Réaction sur la question à venir, bien sûr. Réaction sur cette sortie du cadre qui pense qu'à partir du 25 mars, il ne va pas reconnaître le pouvoir en place à Bamako. Le cadre, c'est plus de 100 partis d'opposition au Mali. Bon, oui, écoutez, ce sont encore une fois des hommes politiques au chômage et qui se cherchent une place. Attendez, ils ne vont pas reconnaître. Et alors, il va se passer quoi? Ils pensent le coup d'État, c'est pas hier ou avant-hier. Hein. Ils l'ont fait depuis longtemps. Et pourquoi le 25 mars? Et pourquoi pas le 18 février? C'est un préavis qui donne la junte? Oui, ils disent que la période qu'ils ont eu à donner au pouvoir en place est passée. D'accord, ok. Maintenant, comme ce sont eux qui distribuent la carte du temps, ben, ils n'ont qu'à donner, ils n'ont qu'à siffler la fin du match, on va voir. Il va se passer quoi? Rien du tout. Là, non, mais il n'y aura pas de carton rouge. Mais attendez, ils peuvent toujours le décréter. Ils n'ont pas de sifflet, donc ils peuvent toujours y aller. Hein. Ou alors, mettons qu'ils n'ont que des vuvuzela. Ils n'ont pas, ils peuvent y aller à fond, mais il ne se passera rien. Le 25 mars, vous verrez, ils n'ont qu'à créer un gouvernement bis. Ils n'ont qu'à aller aussi combattre les djihadistes pendant qu'ils ont. Ils n'ont qu'à lever une force armée. Comme ça, au moins, on verra qu'il y a quelqu'un pour sauver le Mali. Il s'agit du Mali, pas de partis politiques. Vous voyez, les Africains souffrent beaucoup de trop de clivages politiques. Parce qu'aujourd'hui, nos partis politiques sont devenus notre problème. Leur pléthore, leur trop grand nombre, leur incohésion, leur incohérence deviennent notre problème. Vous voyez, le président Talon l'a résolu en décidant qu'il n'y aura que 2 grands partis. Mais apparemment, ça ne plaît pas beaucoup parce que beaucoup de gens sont au chômage. C'est toujours le même problème. Le grand Nigeria, qui est le plus grand pays de l'Afrique occidentale, n'a que 2 partis. Et pourtant, ils ont une démocratie qui est très foisonnante, qui vit et qui produit de l'alternance et des idées politiques. Et puis, plus on a de partis politiques, plus on s'embrouille et moins le jeu politique est lisible. Alors on va nous dire, oui, mais c'est des partis politiques qui ont décidé que quand le coup d'État a eu lieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont applaudi. Alors, maintenant, ils se sentent capables de donner des oukases au régime militaire qui est là. Mais bravo, j'attends vivement le 25 mars pour voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Franchement. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci beaucoup à vous. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est un plaisir aussi. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.